Bonjour à tous, c'est vraiment avec beaucoup d'impatience que j'attends ce moment à chaque fois avec la vidéo, parce que vous allez voir, j'ai plein de choses à vous montrer dans mon potager. En ce moment, ici à Toulouse, c'est la période de fin de printemps. Alors c'est une période qui dure environ un mois, et si on regarde les repères phénologiques, c'est une période qui commence à la floraison du lilas, puis après il y a la floraison du pommier qui suit, et puis ça continue par le débourrement des chênes. Alors selon les régions, la période de fin du printemps, elle a lieu à des moments différents. Ici, elle est quasiment terminée, mais je suis sûr qu'au nord de la Loire, il y a des régions où elle est en train de commencer depuis pas longtemps. Alors ici, la floraison des lilas, elle est terminée. La floraison des pommiers, c'est pareil, elle est terminée. On voit les premiers petits fruits là qui commencent à se former. Et le débourrement des chênes, il a déjà eu lieu, comme on peut le voir là, au-dessus de moi. Alors la période de fin de printemps, c'est une période charnière si vous voulez, c'est une période de bascule, parce que d'une part, ça signifie la fin des gelées, avec les saints de glace là, qui sont le 11, 12 et 13 mai, et ça signifie l'arrivée de la chaleur. Donc qui dit arrivée de la chaleur, fin des gelées, dit qu'on peut planter tous les légumes d'origine tropicale. On va pouvoir planter donc ce que j'appelle les légumes à ratatouille, les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, mais aussi toutes les cucurbitacées, c'est-à-dire les courges, les concombres, et sans oublier les haricots verts. Donc tous ces légumes-là, si dans votre région vous êtes à la période de la fin du printemps, eh bien ça va être le bon moment pour les planter. Donc ça veut dire que c'est un moment où on ne va pas chômer au potager. Alors là, on arrive sur les dernières récoltes des laitues d'hiver. Alors les laitues d'hiver, elles ont été semées et plantées en octobre de l'année dernière. Elles ont passé tout l'hiver dehors, elles résistent au gel normalement. Et il a fait -6 ici, donc elles ont bien résisté. Et là, on arrive à la fin. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien récolter les laitues feuille à feuille. Donc on voit ce que ça donne sur celle-là, là, le tronc, là. Il a été récolté, mais vraiment de nombreuses fois. Peut-être, je suis revenu 10 fois sur cette salade. Et à chaque fois, je prélève les feuilles extérieures, et comme ici par exemple, et je laisse pousser le cœur de la salade qui continue de grossir à chaque fois. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de récoltes sur chaque laitue. Alors normalement, avec toutes les pluies du printemps de mars-avril, ces laitues, elles finissent par se gorger d'eau, et puis il y a la pourriture qui s'installe au cœur. Mais cette année, pas du tout. Avec la sécheresse qu'on a eue, là, pas une goutte de pluie pendant plusieurs semaines, eh bien, elles se portent à merveille. Et je pense même que je vais en laisser monter quelques-unes à graines. Ça me permettra de récupérer les semences, et puis pour les ressemer à l'automne prochain. Alors en ce moment, on est en plein dans ce qu'on appelle le trou printanier. C'est une période qui s'étale de fin avril à début mai à peu près. Alors c'est une période où on a fini de récolter tout ce qu'on avait cultivé l'année d'avant, et c'est une période où on n'a pas encore commencé à récolter bien les nouvelles cultures de l'année. Et alors aujourd'hui, ça pose pas trop de problèmes parce qu'on trouve tout ce qu'on veut à manger dans le commerce. Mais autrefois, et en particulier au siècle dernier, et même avant, au Moyen-Âge, tout ça, eh bien ça pouvait poser problème, ce genre de période, parce que les gens avaient terminé de manger tout ce qu'ils avaient stocké pendant l'hiver, les pommes de terre, les navets, les choux, etc. Et ils n'avaient pas encore de nouvelles récoltes pour se nourrir. Donc ça pouvait engendrer des périodes de famine, enfin, ou de disette importantes. Alors effectivement, en ce moment, il n'y a plus grand chose à récolter dans mon potager, à part ces céleris là qui ont été plantés au mois de mai de l'année dernière, donc ça fait quasiment un an. Et là, ils commencent à monter en fleurs là, doucement, mais il y a encore quelques tiges qui sont bonnes à récolter. Et c'est ça que j'adore avec le céleri, comme ça, c'est dès qu'on a besoin de 2 ou 3 tiges, eh bien on va dans le jardin, on en récolte 2 ou 3, et puis voilà, c'est parti pour la bonne soupe. Au niveau des autres récoltes, alors c'est pas pour tout de suite, mais pour très bientôt, c'est les fèves qui commencent à bien mûrir là. Là, celle-là, là, elle est bien longue. Encore quelques jours et elle sera bonne à cueillir. Alors, je me rends compte que ça fait longtemps que je vous avais pas remontré mes protections anti-limaces. Alors, vous voyez, celle-là, elle doit avoir 2-3 ans, donc ça tient le coup, hein, y a pas de raison. Alors moi j'utilise ça sur les jeunes plants de salade que je repique au potager, mais ça marche aussi sur les choux, là vous voyez j'en ai qui sont un petit peu plus hauts pour les choux, ça marche pour les navets, enfin pour tous les jeunes plants qui sont susceptibles d'être mangés par les limaces. Alors il y en a certains qui préfèrent mettre les granulés anti-limaces,
C'est sûr que ça marche aussi, mais bon, il faut en remettre régulièrement, il faut surveiller et tout. Alors qu'avec ça, l'avantage, c'est que je le plante une fois dans la terre par-dessus le plant, juste après avoir planté le plant. Et puis ça joue à la fois donc le rôle bien sûr de protection anti-limaces, anti-escargot, mais aussi avec le voile de croissance, ça protège les jeunes plants du vent, un petit peu du froid, mais ça respire quand même, ça laisse passer l'air. Et ça laisse passer l'eau quand il pleut, ou on peut arroser dessus avec l'arrosoir aussi. Pour moi, ça n'a que des avantages. Donc c'est fabriqué avec du grillage à poules à l'intérieur, une armature que j'ai formée, qui se termine par un petit dôme. Et pour empêcher les limaces de passer, c'est du voile de croissance, c'est le voile P17, le plus fin de tous. Voilà, je viens de repiquer 7 ou 8 plants de laitue. Alors on voit, ce sont des jeunes plants qui font 6 ou 7 cm de haut. Et alors comment on utilise les protections anti-limaces? C'est tout simple, il suffit de les emboîter sur le plant. Alors on y va délicatement bien sûr, pour ne pas abîmer le plant. Voilà, j'appuie un peu. Je ramène un petit peu de terre autour pour que ça soit bien étanche à la base, qu'il n'y ait pas une limace qui puisse se glisser. Et voilà, le tour est joué. On va faire la même chose pour celle-là. Alors celle-là, elle est un peu plus grande, c'est un peu délicat, mais bon, il faut prendre son temps. Voilà, je ramène un peu de terre, et je peux même me donner le luxe de remplir de paillis au milieu, le paillis qui est censé abriter les limaces, comme chacun le sait. Mais avec ces protections, je n'ai pas peur parce que je sais qu'elles fonctionnent bien. L'expérience des années précédentes me l'a prouvé. Ça fait maintenant presque 2 semaines que j'avais installé ces protections anti-limaces là sur les plants de salade que je venais de planter. Eh bien on va voir maintenant en direct s'ils ont joué leur effet. Alors je commence par soulever celui-là. Oui, la salade est impeccable, elle n'a pas du tout été mangée par les limaces. Voyons celle-là. Alors c'est une alternance, il y a des vertes et il y a des rouges. Donc là on a une verte qui est complètement intacte aussi, magnifique salade. Là, pareil pour celle-là. Voilà, là aussi. Et puis, on va voir les dernières, là. Ouais, elles se sont très bien développées. Donc maintenant, elles sont plus fortes. Il y a plus de feuilles. Les feuilles sont plus épaisses. Donc, ça attire beaucoup moins les limaces. Et donc, je vais pouvoir récupérer les protections pour m'en servir pour d'autres légumes, comme les choux, par exemple. Là, j'ai tout un tas de jeunes choux à planter au potager. Alors là, la serre à plant, elle est vraiment remplie à ras-bord. Alors on va faire un petit peu de place en allant planter des choux. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est les choux qu'on va planter. Et en fait ce sont des choux de printemps. Donc ce sont des choux raves et des choux pointus express. Donc ça c'est des petits choux qui vont pousser très vite et on va les récolter en juin, maximum début juillet. Ce sont des choux qui sont pour le printemps. Et donc là on voit ils sont en godet. Alors au début je les avais semés dans les alvéoles comme ici, enfin les plaques de godet. Et alors ça c'est un autre lot qui a été semé il y a 3 semaines à peu près, ceux-là ont 6 semaines. Et là ils sont juste bien pour que je les rempote dans des godets pour faire comme cela. Donc on va aller planter ça au potager maintenant et je vais vous montrer 2-3 petites choses. Bon, donc je vais commencer par planter un chou pointu comme ça. Alors sur la plantation, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que les choux, comme tous les choux, ça se plante profond. Donc on le plante au ras des premières feuilles, au ras du collet. Voilà, donc là on voit que c'est juste bien, il n'y a pas de chignon, c'était juste le bon moment pour les mettre en terre. Voilà, donc bien profond. Après, comme là il y a eu quelques pluies là, donc je pense que les limaces vont être attirées par ces choux, donc je vais utiliser les protections que vous connaissez déjà, que j'ai utilisées sur les laitues. Donc là pareil, la même technique, donc je resserre un petit peu les feuilles avec mes doigts pour pouvoir enfiler la protection anti-limaces. Voilà, j'appuie un petit peu pour que les picots puissent rentrer dans la terre. Je borde un peu avec un petit peu de terre. Et voilà, c'est tout. Donc on va attendre que les plants grossissent un peu, que les feuilles deviennent plus fortes pour pouvoir enlever les protections et ça n'intéressera plus les limaces à ce moment-là. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer sur cette plate-bande, c'est le filet anti-insectes qui est là. Parce qu'en fait, il faut savoir que ici,
à Toulouse, il fait très vite chaud dans la saison et il y a beaucoup d'altises qui sévissent sur les cultures de brassicacées, c'est-à-dire toute la famille des choux. Alors les altises, ce sont des petites puces noires qui vont perforer les feuilles. On voit ça surtout sur les feuilles de radis, plein de petits trous comme si ça avait été poinçonné. Et si on regarde de près, ce sont des petites puces noires. Et je sais qu'ici, dans mon potager, on est infesté chaque année, et surtout en période chaude, mais ça peut commencer dès le printemps des fois s'il y a un redout. Et donc la solution la plus écologique, c'est de mettre un filet anti-insectes plutôt que de mettre des produits chimiques qui vont tuer tous les autres insectes et pas juste les altises. Alors ce genre de filet, c'est un filet qui a des mailles très très fines, hein, qui font moins d'1 millimètre les mailles. Et alors l'idée, c'est que ça soit le plus étanche possible autour de la plate-bande pour pas que les altises puissent rentrer. Alors pour faire ça, j'ai donc mis des arceaux, voilà, 3 arceaux, et j'ai un système de cornière qui est là, qui me sert à plaquer le filet au sol. Alors c'est de la cornière galvanisée, hein, toute bête. J'ai arrondi un petit peu les angles à la disqueuse pour pas que ça soit pointu et pour pas que ça déchire le filet. Et donc l'idée, c'est de plaquer le filet au sol grâce à cette cornière. Avec le poids de la cornière, ça va maintenir le filet au sol. Et surtout, si j'ai besoin de prendre soin des légumes ou de les récolter ou de les planter, c'est très facile à enlever et à remettre, ça se fait en un tour de main. Et alors un autre petit ustensile qui est bien pratique pour tous ces filets, ces voiles P17, ce sont des clips comme ça. En fait, ce sont des clips qui viennent se clipser sur ces arceaux. Et alors ce qui est bien fait, c'est qu'il y a 2 clips attachés ensemble, donc on peut en mettre un comme ça. Et le deuxième, eh ben, il sert à retenir le voile quand on veut soulever pour pas que ça retombe. On glisse le voile sous le deuxième et on le clipse à son tour. Pareil de l'autre côté, et comme ça, ça fait que le voile peut tenir en position ouverte. Voilà, après sur cette plate-bande, je ne mettrai pas que des brassicacées, je vais essayer de mélanger les cultures, donc j'ai prévu de mettre aussi des betteraves, des fenouils, des épinards qui y sont déjà, qu'on voit, et puis bien sûr dans les interstices, un petit peu d'aromatique et puis quelques fleurs par-ci par-là aussi. Tout ça pour avoir une bonne association de cultures et puis pour favoriser la biodiversité, même si avec le filet, les insectes pourront pas trop rentrer de l'extérieur, ça je le reconnais, mais je trouve que utiliser un filet, c'est toujours mieux que de pulvériser des insecticides. Mon potager, il est composé de 6 plates-bandes, ça c'est pour la moitié du haut, et la moitié du bas, c'est réservé aux pommes de terre. Alors ça fait longtemps que je cherche le meilleur moyen pour délimiter ces plates-bandes, et jusqu'à maintenant, j'avais pas trouvé de solution qui me satisfaisait complètement. Il y a quelques années, j'avais, comme beaucoup de monde, cédé à la mode des buts, donc j'avais fabriqué des buts sur le potager. Et le problème, c'est que dans mon jardin, j'ai un sol qui est très séchant, et donc avec les buts, ce qui se passait, c'est que la partie qui était surélevée, eh bien, la terre séchait très rapidement et les légumes manquaient vraiment d'eau très très vite. Ensuite, je me rappelle, je vous avais montré ça dans une vidéo, j'avais choisi des bambous que j'avais fixés au ras du sol avec des agrafes métalliques. Alors comme ils étaient au ras du sol, eh ben, ils étaient très vite recouverts par le paillis, donc on les voyait plus, ils étaient cachés. Donc souvent, il m'arrivait de marcher dessus et puis de les casser en marchant. Ensuite, pendant quelques années, eh bien, j'ai rien mis du tout, pas de délimitation entre les plates-bandes. Donc là, comme mon potager est entièrement paillé, y compris les allées, pour éviter que l'eau s'évapore, eh bien, j'avais du mal à voir où se situait la limite entre les cultures et les allées, donc pour marcher, c'était pas toujours évident. Par contre, le fait de ne pas avoir de bordure du tout, ça avait un énorme avantage au niveau des limaces. Ça permettait à tous les prédateurs des limaces de circuler librement sur le potager. Par exemple, les carabes ou les staphylins sont des espèces de scarabées là, qui rampent au niveau du sol, ou des animaux un petit peu plus gros comme des hérissons, des crapauds. Tous ces animaux là, quand ils arrivent contre une bordure, là, ils sont incapables de la franchir, donc ils peuvent pas aller manger les limaces. Comme vous pouvez le voir là, j'ai eu une idée qui allie tous les avantages sans avoir les inconvénients. Donc ce sont des cadres sur pied qui font 1,20 m de large et qui font 2,50 m de long, et ils sont fabriqués avec des litho. Alors je vous montre un peu les étapes de la fabrication. J'ai commencé par couper les lithos aux bonnes dimensions.
Alors les litho, hein, c'est des bois assez fins, assez légers. Ceux que j'ai choisis, c'est les plus petits, c'est ceux qui font 2,5 cm de section. Et après, j'ai percé tous les trous pour pouvoir les fixer ensemble. Donc avec ça, je vais pouvoir assembler des cadres avec des pieds aux 4 coins et des pieds intermédiaires au milieu aussi, les pieds que je vais pouvoir enfoncer dans le sol. Voilà, alors j'ai choisi de les construire en litho, non pas pour la solidité, mais pour la légèreté. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une conception très simple avec une seule vis à chaque coin qui traverse les lithos de part en part et qui est vissée dans le pied vertical qui est pointu. Voilà, donc l'installation est très simple. Il me suffit maintenant d'enfoncer les pieds en terre jusqu'à avoir le niveau satisfaisant. Et donc ça permet parfaitement aux insectes auxiliaires de se déplacer en dessous et d'aller sur les plates-bandes pour jouer leur rôle de prédateurs de limaces et autres parasites. Bon, une belle journée ensoleillée aujourd'hui pour faire le point sur mon expérience de carottes, de semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette. Donc là, ce sont des carottes que j'avais semées il y a 1 mois. Donc on voit que ça pousse vraiment lentement, hein. Là, elles doivent faire 4-5 cm de haut, pas plus. Et on comprend maintenant pourquoi c'est si difficile de réussir son semis de carottes en pleine terre, parce que en 1 mois, regardez tout ce qui peut se passer pour des jeunes plantules comme ça. Elles peuvent se faire manger par les limaces, les escargots, elles peuvent se faire grappiller par les oiseaux, il y a les mulots qui peuvent boulotter les racines par en dessous. Voilà, c'est des explications pourquoi j'arrive jamais à réussir des semis de carottes en pleine terre chez moi, surtout avec une terre qui contient beaucoup de matière organique comme ça, donc qui n'est pas très fine. C'est vraiment très difficile. Donc cette année, je me suis lancé dans cette expérience et je vous montre ça au fur et à mesure. Et alors j'ai aucune garantie que ça marche, hein. On va voir si ça va réussir, c'est pas sûr du tout. Donc là, c'est le moment de les planter. On voit que d'ailleurs les racines commencent à dépasser du fond, hein. Donc là, on va les mettre en terre. Donc je vais creuser un petit trou qui fait exactement la profondeur du rouleau. Voilà. J'enfonce le rouleau dedans. Je rebouche. Et voilà, c'est fait. Ça va très vite. Alors on va faire le suivant. Alors je les espace de la même distance qu'elles seront espacées à l'âge adulte, c'est-à-dire entre 7 ou 8 cm. Alors j'ai fait 3 variétés différentes, donc il ne faut pas que je mélange. Voilà, ça c'est la même variété. Voilà, donc comme il a plu hier, il n'y a pas besoin d'arroser, la terre est assez humide. Alors je les éclaircis pas encore, hein. Je préfère attendre un petit peu de voir comment elles vont reprendre. Et ensuite, quand elles seront un petit peu plus grandes, je garderai juste la plus belle de chaque groupe. Par contre, j'ai un petit peu peur qu'il y ait les oiseaux qui viennent gratouiller par là, donc je vais mettre une cagette retournée comme ça. Alors l'avantage de ces cagettes en plastique là, c'est que les mailles sont assez fines et laissent assez bien passer le soleil, donc ça ne leur fait pas trop d'ombre, c'est vraiment pas mal. Et en plus on peut arroser à travers, c'est mieux que les cagettes en bois qui vont mieux pour l'été, je trouve. Voilà, alors j'imagine qu'elles vont bien reprendre quand même, il n'y a pas de raison. Mais est-ce qu'il y aura des belles carottes à la fin? On verra bien. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour refaire un point. Alors là, je suis en train de hacher des orties là, que je viens de cueillir. Et en fait, ça fait longtemps que j'avais pas fait de purin d'ortie parce que j'en mettais sur mes tomates, mais comme elles poussaient bien, j'avais arrêté d'en faire. Et là, l'hiver dernier, là, à l'occasion de la réécriture de mon livre sur la culture des tomates au naturel, j'ai complètement remanié le chapitre sur les purins d'ortie, purins de consoude, etc. J'ai mis à jour la technique de fabrication qui a un peu changé et du coup ça m'a donné envie d'en refaire. Alors pour cette nouvelle technique de préparation de purin d'ortie, c'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis basé sur les travaux d'un chercheur qui a passé pas mal d'années de sa vie à étudier toutes ces préparations naturelles, purin d'ortie, purin de consoude, décoction de prêle, etc. Il s'est associé avec un producteur de préparation naturelle. Et selon eux, les purins de plantes seraient beaucoup plus efficaces quand on les produit, quand ils fermentent en l'absence d'air, en l'absence d'oxygène.
Parce que ce qu'ils disent, en fait, c'est que quand on utilise la méthode classique, c'est-à-dire qu'on met ça dans un seau avec de l'eau qui reste ouvert, et il y a une espèce de putréfaction qui se fait, qui sent mauvais, etc., eh bien, ils disent que ça serait plutôt contre-productif et que ça attirerait plutôt les pucerons et les maladies au lieu de les repousser. Alors eux, ils utilisent du matériel professionnel, c'est des grandes cuves avec des dégazeurs, parce qu'il faut savoir que quand c'est étanche, la fermentation, elle produit quand même du gaz, donc il faut que ce gaz, il s'échappe à un moment donné, donc ils utilisent des dégazeurs, c'est un peu comme les systèmes qui servent à produire sa propre bière. Il y a des petits fûts qui existent comme ça. Alors moi, comme d'habitude, je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait simplifier tout ça pour faire ça dans un petit potager amateur, et donc je suis tombé là-dessus. Là, ce sont des bidons en fait, qui servent pour faire du canyoning. Et on trouve ça dans tous les magasins de sport. Et donc, il y a un couvercle avec un joint qui est complètement étanche. Donc, je vais faire un essai avec ça. Donc, la recette classique, c'est toujours la même. Hein, c'est 1 kg d'ortie fraîche pour 10 litres d'eau. Alors là, ce bidon, il ne fait pas 10 litres, il fait 6 litres. Donc, j'ai remarqué que le ratio il est respecté quand on bourre au maximum avec des orties. Voilà, donc là il est bien rempli. On va compléter avec de l'eau. Alors là l'idée c'est de bien remplir à ras-bord pour qu'il n'y ait absolument pas d'air qui reste. Pour que ça soit vraiment une fermentation en l'absence d'oxygène. Voilà, donc je ferme hermétiquement le bidon. Et alors, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il ne faut pas le laisser dehors à l'air libre, c'est soumis au changement de température, au froid, au chaud. Il faut plutôt le mettre à un endroit où la température est constante, donc du coup à l'intérieur de la maison, où il fait 20 degrés. Alors c'est la première fois que j'en fais, c'est une expérience, hein, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Donc comme ça va fermenter, ça va forcément dégager un petit peu de gaz. Donc je pense qu'il va falloir que je dévisse le couvercle tous les 2-3 jours à peu près pour laisser s'échapper le gaz. Et puis je refermerai tout de suite après. Et puis on va voir au bout d'une semaine ou 10 jours ce que ça donne. Et bien je vous tiendrai au courant. Bon ben là on est au 8e jour après la fermentation. Donc 8 jours de fermentation. Normalement, ça devrait être terminé. On va voir ce que ça donne. Alors, ça va aller au tas de compost. Et la première chose que je vais faire, je vais soutirer un petit peu d'extrait fermenté d'ortie pour voir la couleur qu'il a. Parce que la couleur a son importance. Alors, là, il n'est pas filtré. On voit pas trop, mais ce que disent les spécialistes, c'est que le purin d'ortie est réussi s'il a une couleur qui n'est pas trop foncée. Ils disent qu'il devrait avoir une couleur entre le vert clair jaune et pas marron. Bon là, il est clairement pas marron, il est plutôt vert que jaune. Alors est-ce que la fermentation est terminée ou pas? En tout cas, l'odeur n'est pas forte. Il y a une très légère odeur de plante qui est même pas désagréable. Moi je vais considérer qu'il est terminé et puis je vais le filtrer. Voilà, alors je vais replonger le verre dedans pour voir la couleur qu'il a. Non, c'est plutôt clair, hein. Moi je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Par rapport aux photos que j'ai vues dans le livre, ça correspond tout à fait à un bon extrait fermenté. On en boirait presque. Maintenant, je vais pouvoir stocker ce purin d'ortie soit dans une bouteille comme ça, mais j'ai quelque chose d'autre à vous montrer. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bidon en plastique souple, qui est donc compressible. Et donc en fait le souci quand on fait de l'extrait fermenté d'ortie, bon là j'en ai une petite quantité, j'en ai 1 litre, peut-être encore 2 litres dans le seau. Si je l'utilise tout de suite, il n'y a pas de souci, il va se garder quelques jours. Mais si on envisage de le stocker plus longtemps
ou si on envisage de l'utiliser en plusieurs fois, eh bien, il faut éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dans le récipient, toujours pour des histoires de refermentation. Donc l'idée avec ce genre de bidon, c'est qu'on va pouvoir le comprimer au fur et à mesure pour chasser l'air. Alors je vais le remplir là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je pense que ça doit être des bidons de 5 litres à peu près. Ça doit contenir 5 litres, voilà, donc ça se remplit petit à petit. Voilà, donc là, admettons que je n'ai que ça comme purin et que je veuille le stocker un moment, que j'en ai pas besoin tout de suite. Donc je vais pas fermer, je vais plutôt chasser l'air. Voilà. Et maintenant, je ferme le bouchon hermétiquement. Et là, il n'y a plus d'air dedans, il y a juste le liquide. Et comme ça, ça va pouvoir se garder plus longtemps. Là, on est devant le rectangle à réserve d'eau et comme je vous le disais dans la dernière vidéo, eh bien, j'ai trouvé que la terre était vraiment très dégradée à la fin de l'hiver. Elle s'était vraiment compactée, elle était spongieuse et tout, ça me plaisait pas du tout. Alors, je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un semis d'engrais vert et l'engrais vert le plus rapide, eh bien, c'est la moutarde. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'était le 21 mars, j'ai fait un semis de moutarde et là on est 1 mois et demi après et on va voir ce que ça a donné. Donc on voit qu'elle a bien poussé, que c'est vraiment un engrais vert qui pousse très rapidement. Elle fait au moins 60-70 cm de haut. D'ailleurs ça dépasse le filet anti-insectes que j'ai mis parce que habituellement chaque année il y a des altises qui vont sur la moutarde et sur les autres plantes de la famille des choux. Mais cette année avec la vague de froid du mois d'avril, il n'y a pas eu d'altise, donc ça aurait pas été la peine de mettre ce filet. Donc là je vais vous montrer comment je vais faucher la moutarde. Maintenant c'est le bon moment comme elle est en pleine floraison. Voilà, donc j'utilise pour ça les cisailles et je coupe tout simplement à ras. Voilà, au ras du sol, au ras de la terre. Voilà, donc ça se coupe très facilement, hein. C'est des tiges qui sont encore vertes, qui sont pas du tout ligneuses, donc pas dures. Quand j'appuie dessus, elles s'écrasent facilement. Et après, ce que je vais faire, je vais les couper en petits tronçons pour qu'elles se décomposent plus vite. Voilà, je les hache un peu. Voilà, et je les redépose à la surface de la terre où elles vont sécher, puis elles vont se décomposer. Pendant ce temps-là, les racines, elles vont rester dans la terre et elles vont se décomposer dans le sol, ce qui va servir à le décompacter, à l'enrichir aussi. Et je vais pouvoir tout de suite planter des salades. Au milieu de ça, je vais écarter, je vais planter mes salades. Et donc, qui devraient bien pousser dans un sol bien décompacté. Là, ce sont les fèves qui ont été plantées au mois de novembre de l'année dernière. Et comme chaque année, c'est incontournable. Elles sont attaquées par les pucerons qui commencent par envahir le sommet des tiges, vous voyez là. Et alors pour gérer ces pucerons, j'ai une stratégie en 2 temps. Donc le premier temps, c'est je coupe le sommet des plants de fèves. De toute façon, il n'y a plus de gousses qui vont se développer à ce niveau-là. Après, je vais les jeter sur le tas de compost. Et la deuxième étape de la stratégie, eh bien, c'est d'attendre que les prédateurs des pucerons apparaissent. Alors les prédateurs, ce sont les coccinelles, ou plutôt les larves des coccinelles. Et là, vous voyez, j'ai des pucerons sur d'autres parties de la fève, mais ceux-là, je les laisse. Et donc, les prédateurs vont venir s'en occuper. Alors, c'est pas instantané, hein, il faut compter 1 à 2 semaines, le temps qu'ils arrivent. Et ils vont faire le nettoyage à ma place. Alors de temps en temps, il peut y avoir un plant qui est plus atteint que d'autres. Là, on voit que même les gousses de fèves sont noires de pucerons, là. Et celle-là aussi, là, tout le long, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, dans ce cas, ma stratégie, c'est d'utiliser le jet d'eau pour les déloger. Voilà, comme c'est un légume assez résistant, on peut utiliser le jet bien fort. Voilà, tous les pucerons ont été délogés et ils ne devraient pas revenir, ou du moins pas avant quelques jours.
Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que vous avez appris des choses. Comme à chaque fois, vous trouverez toutes les références de ce que vous avez vu dans la vidéo dans un article que j'ai préparé pour vous. Donc vous trouverez les références du matériel, les variétés, etc. Donc je vous ai mis un lien sous la vidéo pour accéder directement à l'article. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que ça là, c'est en métal, c'est solide, hein, c'est enfoncé profondément dans le sol, il y en a un peu sur toutes les plates-bandes. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt, c'était Nicolas de Potager Durable. Salut!